Anamnèse ou questionnement systémique, c'est le sujet de cette conférence. Et je vais peut-être d'abord commencer pour les personnes qui ne me connaissent pas, même si j'ai l'impression de connaître quand même la plupart d'entre vous d'une manière ou d'une autre, par me présenter et quand même vous dire de quelle position, d'où je vous parle. Alors, je m'appelle Karima Meliani, je suis maman d'un garçon de 18 ans. Au niveau de mes formations, je suis psychologue. J'ai terminé l'ULB, un master en 97. Vous voyez, j'ai pris 6 ans. Hein. J'ai fait un petit approfondissement d'une année, ça arrive. Ensuite, j'ai appris l'hypnose directement après mes études. Enfin, très vite, ça a été ma première formation. J'ai suivi mon instinct, j'avais envie de faire de l'hypnose. Et même si c'était pas le truc à la mode à l'époque, du tout, voire même un petit peu méprisée par le milieu des psychologues, eh bien moi, j'avais envie quand même d'aller vers cette discipline qui m'avait toujours un peu intriguée. Donc, j'ai commencé par ça. Et puis, en constatant que j'avais appris pas mal de choses au niveau de l'hypnose, mais que je considérais que c'était un outil avant tout, et que je n'avais pas, malgré les études de psycho, en fait, une approche de l'entretien, de qu'est-ce qu'on fait quand une personne vient nous voir. On va pas la mettre comme ça en hypnose, il doit se passer plein d'autres choses, et donc j'ai compris que j'avais besoin en fait de comprendre de quelle manière on accompagne les personnes du début à la fin, et pour ça il me fallait un cadre théorique, un cadre de travail, et donc j'ai suivi une formation de 4 ans en psychothérapie systémique. Et puis ensuite, diverses autres formations en hypnose, sur d'autres outils thérapeutiques, et pas que, parce que je suis également guide nature et que j'ai des passions à côté de ça. Donc, j'ai également une formation de guide nature, mais ça, c'est plutôt du côté des hobbies et des passions. Pas uniquement, hein, parce que je trouve que voilà, c'est quand même chouette aussi de mixer mes passions avec mon travail, et ça, je peux le faire parfois. Alors, mon expérience professionnelle, j'ai été psychologue en planning familial depuis 2003, et j'ai arrêté en planning familial il y a 2 ans. Et donc, depuis 2003 également, je suis psychologue en privé. Je fais des interventions en entreprise, j'ai donné des formations, des interventions systémiques, de l'accompagnement, des supervisions en entreprise depuis 1997, donc depuis la fin de mes études. J'ai également, je suis actuellement formatrice en hypnose, et j'ai créé Hypnosanté pour les personnes qui ne connaissent pas encore. C'est une école d'hypnose, entre autres. Je supervise des psychologues et je supervise également des thérapeutes de manière individuelle ou en groupe. Voilà. Alors, l'anamnèse. L'anamnèse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve comme définition de l'anamnèse? Est-ce que vous voyez? Parce que moi, j'ai chaque fois besoin de déplacer, en fait, les petites caméras pour pouvoir voir mon texte. Mais est-ce que vous le voyez entièrement? Oui? OK. Oui, oui, très bien, on voit très bien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve Ben comme moi, idem, définition? hein, je fais les vidéos de tout le monde là et ça coupe un peu le texte, mais j'espère que tu vas bien Oui, c'est l'exprimer. ça. En fait, on doit les déplacer pour pouvoir voir le texte. Alors, l'anamnèse se définit comme l'ensemble des renseignements fournis au médecin par le malade ou par son entourage sur l'histoire d'une maladie ou les circonstances qui l'ont précédée. Alors ça, c'est la définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Je vous ai collé ici en dessous de cette définition les questionnaires qu'on peut trouver pour pour répondre aux questions, pour faire une anamnèse. On trouve tout type de questionnaires, et en fait, figurez-vous que ces questionnaires, ce n'est pas uniquement des questionnaires qu'on trouve chez les médecins. J'ai été formée à plusieurs endroits, et donc il y a également des questionnaires qui circulent dans notre domaine, qui sont un peu du même ordre que ceux qu'on a ici dans le domaine médical. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question généralement dans ces questionnaires? On demande le nom, le prénom, l'âge de la personne, son état civil, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, etc.
L'éducation, j'ai déjà trouvé des questionnaires avec des questions sur le niveau d'éducation, le niveau scolaire, quels établissements avez-vous fréquenté durant vos années de primaire, de secondaire, avez-vous été à l'université, etc. Voilà, des questions sur l'éducation et les établissements scolaires, des questions sur les maladies, sur les allergies, sur les éventuelles opérations, des questions sur les habitudes, l'alcool, le café, le thé, et parfois même la taille, le poids, et pourquoi pas la pointure. Alors, à quoi servent ces questions selon vous? Est-ce que certaines d'entre elles ont réellement un intérêt? Et là, vous pouvez peut-être répondre dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions? Lesquelles seront intéressantes selon vous? Dans un travail, alors évidemment, le type de travail qui nous concerne. On est évidemment, nous, dans le domaine thérapeutique, et là, on parle à ce moment-là de thérapie dans le domaine de la santé mentale. Ah oui, quelqu'un me dit c'est pas conforme au GPDR, oui, au GDPR. Ouais. La relation à la personne, l'histoire de son problème, ce qui sera aidant, ce sera le nom, le prénom et l'âge. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, parmi toutes ces questions-là, très peu ont réellement un intérêt. Maintenant, quels sont les inconvénients de ces questions-là? Eh bien, les inconvénients de ces questions-là, oh là là, je reviens en arrière. Hop, voilà. En fait, quand vous commencez à poser des questions comme ça sous forme d'un questionnaire aux gens, ben, ça va au minimum créer de l'agacement chez eux et donc l'impression du tout que vous ne rentrez pas du tout dans le vif du sujet. Ça va les mettre dans une position de passivité. Ils vont vraiment avoir l'impression que les informations qu'ils vous donnent sont parfaitement inutiles et donc se demander ce que vous pouvez bien faire avec ce type d'informations. Et eux, de leur côté, ils vont avoir l'impression qu'ils perdent leur temps. Donc, frustration. Et au niveau relationnel et au niveau confiance, eh bien, il se passe évidemment rien du tout. Le premier entretien, c'est un moment où la personne va vous rencontrer pour la première fois. Dans quel état pensez-vous qu'une personne qui vient vous rencontrer comme professionnel de la santé mentale se trouve lorsqu'elle vous rencontre pour la première fois? Et là, si vous voulez mettre également vos réponses dans le chat, allez-y. Dans quel état est-ce qu'on peut imaginer, j'espère en tout cas que certains d'entre vous ont déjà fait la démarche personnellement d'aller voir un thérapeute, un psychologue ou un thérapeute, quel qu'il soit, dans quel état est-ce que quelqu'un qui vient voir un thérapeute peut se trouver lorsqu'elle rencontre cette personne pour la première fois? Et de quoi cette personne peut-elle avoir besoin du coup à ce moment-là? Alors, les besoins d'une personne qui vient vous voir pour la première fois, parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui a fait l'effort de venir, qui est dans une difficulté, qui vit un conflit, qui vit un moment de tension parce qu'elle va devoir parler de sa difficulté. Donc, c'est un moment très particulier dans la vie de quelqu'un de venir voir un thérapeute pour la première fois. Cette personne a besoin d'écoute. Cette personne a besoin d'être accueillie de manière chaleureuse, de manière humaine. Elle a besoin de se sentir comprise, de se sentir validée et elle a besoin de pouvoir vous faire confiance. Et ça repose sur aussi un sentiment que vous êtes une personne compétente qui va pouvoir comprendre son problème. Comment est-ce que vous allez faire pour remplir tous ces besoins? Eh bien, par ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Vous alliez instaurer dès le premier rendez-vous l'alliance thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que l'alliance thérapeutique? Alors, l'alliance thérapeutique, elle repose avant tout sur la relation. Il y a des études qui ont été menées, en fait, sur
finalement, qu'est-ce qui a été le plus aidant pour des personnes qui ont consulté des thérapeutes? Et en fait, on s'est rendu compte qu'au-delà de la technique qui est utilisée par les uns et par les autres, en fait, ce qui revient avant tout et de manière primordiale, c'est la relation. Donc, la première chose à instaurer avec la personne qui vient vous voir, ça va être la relation. La relation, l'alliance thérapeutique, c'est donc une relation entre le soignant et le soigné qui va constituer un engagement mutuel. Cet engagement mutuel, c'est un engagement à avancer ensemble dans le même sens, dans la même direction. Et ce sens et cette direction, eh bien, ils vont être donnés par les objectifs thérapeutiques du patient. Donc, ce qui est le plus important comme élément, c'est cette alliance thérapeutique et elle repose sur la relation que vous allez pouvoir créer dès le début avec la personne. Comment vous allez construire cette alliance thérapeutique? Il faut un accueil, il faut un lieu agréable, il faut que votre non-verbal soit également accueillant, la manière dont vous allez prendre contact visuel avec la personne, le regard, la posture que vous avez. Cette posture, ça doit être une posture de compréhension, d'ouverture, d'accueil et du coup, le questionnement circulaire va s'ajouter en fait à ces éléments non-verbaux et ces éléments de cadre. Imaginez quelques instants que si vous devez remplir un formulaire d'anamnèse, eh bien vous avez en fait le nez, non pas en contact avec la personne que vous avez en face de vous, mais le nez rivé sur votre bout de papier à écrire des choses et avec aucun contact visuel. Et donc ça, c'est pas du tout OK dans le cadre en fait d'un travail thérapeutique. C'est pour ça qu'on va préférer et qu'on va remplacer, qu'on ne fait pas d'anamnèse et qu'on remplace par le questionnement circulaire. Qu'est-ce que c'est que le questionnement circulaire? Alors, le questionnement circulaire, c'est une manière de poser des questions dans laquelle on considère l'individu dans son entièreté et dans ses interactions avec le monde qui l'entoure. Entièreté, c'est-à-dire une personne n'est pas une entité qui est une entité pure et coupée du reste, c'est une entité qui est complexe, dans laquelle il y a en soi déjà différentes parties, tout un système intérieur complexe, mais également différents systèmes extérieurs. Et donc, le questionnement circulaire va tout de suite tenir compte de tous ces éléments de complexité de l'être humain. Donc, le questionnement circulaire, c'est un questionnement qui est systémique. Or, chacun d'entre nous appartient à différents systèmes, la famille, le système de la société, le système du travail. Chacun d'entre nous est pris dans différents systèmes et aucune personne ne peut être prise comme une entité absolue et à l'écart de tous les systèmes auxquels elle appartient. Mais chacun d'entre nous est également un système en soi. Alors, les thérapeutes ou les hypnos qui travaillent avec la thérapie des parties, par exemple, savent très bien qu'en fait, en chacun de nous, il y a différentes parties qui sont parfois opposées et en conflit les unes avec les autres. Et c'est de ce conflit souvent que découlent les problématiques. Alors, la relation thérapeutique, c'est de pouvoir justement entrer en relation avec cette complexité de l'être humain, cette complexité et ce système humain que vous avez en face de vous. Attention, ici, je ne sais pas si vous voyez toujours mon partage, je suis en train de faire une petite manœuvre, mais ça va? Toujours OK? Il y a toujours Oui, on voit bien. Nickel. Il y a toujours la tête verte avec les parties. Bien. Alors, le questionnement systémique, il va également nous permettre non seulement de rentrer dans l'alliance thérapeutique, mais aussi toute une série d'autres choses directement.
En fait, le questionnement systémique, il nous permet de passer du problème à la demande. Or, je ne peux aider qu'une personne qui me le demande explicitement. Si quelqu'un vient m'exposer un problème, je ne sais rien faire avec son problème tant qu'il n'y a pas une demande. OK? On reviendra là-dessus un peu plus tard. Et quand la personne me demande quelque chose, quand la personne formule sa demande, je dois aussi comprendre qu'il s'agit de la demande manifeste. C'est la demande explicite. Mais que derrière cette demande manifeste, cette demande explicite, il y a une autre demande, qui est une demande implicite. Donc, les gens viennent parfois nous demander quelque chose, ou en tout cas ont l'impression de nous demander quelque chose, et en réalité, c'est tout autre chose qui se cache derrière cette demande-là. Et donc, c'est très important, en fait, de passer par ces deux étapes pour éviter tous les pièges thérapeutiques. Exemple, si je rentre directement, par exemple, dans un problème, quelqu'un vient me dire, ben voilà, j'ai un problème de dépendance affective. OK, monsieur, madame, installez-vous là, on va commencer, on va faire une séance d'hypnose. Je prends juste votre nom. Mais en fait, je rentre dans un piège qui est énorme parce que par rapport à un problème identique, les gens peuvent me demander des choses tout à fait différentes. Je vous donne un exemple. J'ai reçu dernièrement quelqu'un qui venait justement pour ce type de demande. Je souffre de dépendance affective. OK. Je questionne évidemment et je finis par aboutir sur une demande qui est implicite et qui est en réalité de la part de cette personne de l'aider à récupérer une personne avec qui elle est en relation, mais dans une relation qui ne lui convient absolument pas. Donc, dans une relation qui est toxique. Et donc, sa demande, en réalité, n'est pas du tout de l'aider à sortir de son problème de dépendance affective, mais à parvenir, en fait, à convaincre la personne avec qui elle est en relation qu'elle est la bonne personne pour lui. Et donc, si je ne comprends pas que c'est ça la réalité de sa demande et que moi, je travaille directement pour la débarrasser de son problème de dépendance, en fait, ça ne fonctionnera de toute manière pas puisque ce n'est pas du tout ça qu'elle attend de moi. Donc, c'est vraiment super important pour éviter les pièges thérapeutiques de comprendre quelle est la demande de la personne qui vous expose son problème. Tant qu'on n'a pas accès à la demande, en fait, le problème ne nous dit rien du tout de ce qu'on doit faire avec la personne. Ces deux étapes, elles sont donc importantes pour éviter ce genre de piège et également pour créer l'alliance thérapeutique, puisque je vous rappelle, l'alliance thérapeutique, c'est ce qui vous permet d'aller ensemble dans un sens commun, qui est celui qui est défini par les objectifs du patient. Alors, le but donc de ce questionnement systémique, je vous le rappelle, c'est passer d'un problème à une demande, autrement dit, passer d'une plainte à une demande. Parce que quand la personne me dit son problème, elle ne me dit pas en réalité ce qu'elle attend de moi par rapport à ce problème. Si je n'ai pas une demande claire et explicite, je ne sais rien faire. Et si je m'engouffre directement dans le problème, je risque de créer toute une série de malentendus entre les attentes de la personne et ce que moi, je pense pouvoir lui apporter. Alors, comment est-ce qu'on va questionner de cette manière? La manière systémique de questionner, le questionnement systémique, eh bien, il va prendre une certaine forme et il aura également un certain contenu. On va d'abord s'occuper de la forme. La forme de ce questionnement, c'est pas à la manière d'un interrogatoire. Donc, ce n'est pas avec le formulaire devant vous d'anamnèse et à poser des questions où vous notez les réponses de la personne sur votre petit formulaire. Donc, des questions fermées ou des questions qui figurent sur un formulaire et que vous récitez à la manière de lire un formulaire, ce n'est pas du tout de cette manière-là qu'on s'y prend pour faire un questionnement circulaire.
un questionnement systémique. Donc, on est en entretien. Ça veut dire que dès le départ, on va se mettre dans une position d'entretien. Si la personne est assise en face de moi, ben déjà, il ne peut pas y avoir une table qui nous sépare, tout ça, aussi simplement que ça. Par exemple, déjà, je ne remplis pas un formulaire assise sur une table avec un bic et à regarder mon papier. Je vais faire ça à la manière d'un entretien. Et même si je prends des notes, eh bien, mon regard, mon non-verbal, la manière dont je vais m'adresser à la personne, tout ça va être empreint d'empathie, de bienveillance, avec un regard qui indique la compassion, qui indique qu'on comprend, des hochements de tête, par exemple, appuyer sur certains mots, sourire avec la personne, enfin, voilà. En tout cas, créer ce type de lien au niveau non-verbal. Et également, regarder et tenir compte de tout l'aspect non-verbal de la personne. Parce que la personne qui est en face de vous vous dit déjà toute une série de choses, rien que par son non-verbal. Elle va déjà vous montrer, par exemple, que ce qu'elle est en train de vous dire peut être différent dans ce qu'elle vous dit par la bouche et du côté non-verbal. Les gens peuvent parfois être dans une opposition, et ça, vous pouvez le percevoir quand vous les regardez correctement, entre les choses qu'ils vous disent par la bouche et les choses qu'ils disent dans leur corps. Donc ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte en observant bien, et donc toujours garder le contact visuel avec la personne. Quand vous avez posé votre question, eh bien, vous regardez à nouveau la personne que vous avez en face de vous. Et pendant toute la durée aussi de cette séance, et d'ailleurs pendant les autres séances également, mais c'est d'autant plus important lors de cette séance de prise de contact, eh bien, vous allez reformuler et recadrer. Ce sont deux outils thérapeutiques dont on parlera un peu plus tard dans l'exposé. Alors, au niveau du contenu, quelles questions allez-vous poser? Il y a différents types de questions de contenu. Il y a des questions sur le problème. Il y a des questions sur les relations. Il y aura des questions sur les tentatives de solution. Et vous verrez en général que les tentatives de solution sont des choses qui sont en échec chez la personne. Vous allez également poser des questions sur sa vision du monde et sur sa vision d'elle-même. Et ça va vous aider à déterminer une chose très importante dans le travail, les croyances. Alors, les croyances, c'est un élément ultra important pour un suivi thérapeutique, c'est de comprendre quel est en fait le monde intérieur, quel est le regard sur le monde et quel est le regard sur elle-même que la personne porte et apporte avec elle dans les informations qu'elle vous donne lors des entretiens. Et ça, moi, j'ai déjà aussi entendu, par exemple, des personnes qui me disent que dans leur formulaire d'anamnèse, il y a une question sur les croyances. Quelles sont vos croyances limitantes? Si vous posez cette question-là comme ça aux gens, ils ne vous comprennent pas. On ne pose pas la question aux gens de savoir quelles sont leurs croyances. Alors, à moins que vous ayez en face de vous quelqu'un qui ait déjà tout un parcours thérapeutique et qui se connaisse déjà très bien, si vous demandez aux gens quelles sont vos croyances, au pire, ils vont vous répondre qu'ils sont peut-être catholiques ou musulmans, mais ça, vous n'en avez rien à fiche. Ce n'est pas de ça qu'on parle dans les croyances. On parle bien entendu des croyances limitantes et des croyances positives ou des croyances qui nous amènent à avancer. Et ça, en fait, c'est vous qui allez les... Comment? Et ça, c'est vous qui allez les déterminer, mais avec l'aide de vos questions, dans votre questionnement. Pendant tout ce temps-là, toujours la reformulation et le recadrage pour arriver en fin de première séance à poser une ou plusieurs hypothèses de travail et à déterminer des objectifs thérapeutiques avec la personne. Alors voilà, les questions sur le problème. Première question, quel est le problème? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Ok. J'ai des problèmes d'insomnie, par exemple. OK. En quoi est-ce un problème pour vous? Quel est le problème du problème? En quoi le problème est-il un problème pour vous? Et pour qui est-ce un problème?
J'ai besoin de savoir, en fait, si ça pose problème uniquement pour la personne qui me consulte, ou si ça pose également problème pour d'autres personnes de son entourage. Pour qui est-ce un problème? Quelqu'un qui vient me voir, par exemple, en me disant qu'il a des problèmes avec l'alcool, pour qui est-ce un problème? Et parfois, on constate en fait que la personne vient parce que son épouse lui a dit que s'il ne faisait pas quelque chose pour soigner son problème d'alcool, eh bien, elle allait le quitter. C'est OK, on peut travailler avec ça, mais alors il va falloir que moi je développe la demande chez ce monsieur. Parce que si la demande ne réside que chez sa femme, alors à ce moment-là, c'est elle qui doit consulter, mais c'est lui qui est là. Donc en quoi ce problème est-il malgré tout un problème pour vous? Si jusqu'à ce moment-là, ça n'en est pas un, ben, là, on va se poser quand même la question, alors qu'attendez-vous de moi? Quelle est votre demande? Mais ça, on y arrivera un peu plus loin. Les questions sur le problème, ben, c'est où ce problème se pose-t-il? OK? Est-ce que, par exemple, vous avez des insomnies tous les jours? Est-ce que ça se passe uniquement chez vous? Est-ce que ça se passe uniquement quand vous logez dans d'autres lieux, pour des gens qui voyagent, par exemple? Où le problème se pose-t-il? J'ai un manque de confiance en moi, ben, où sentez... D'abord, quel est le problème? J'ai un manque de confiance en moi, ça ne veut encore rien dire. En quoi est-ce un problème? Là, on va commencer à me décrire ce qu'on veut dire par manque de confiance en moi et pour qui est-ce un problème et où le problème se pose-t-il? Par exemple, peut-être que ça ne se pose pas du tout dans les groupes et dans les cercles amicaux, mais que, par exemple, cette personne-là va présenter ce problème-là uniquement dans le contexte du travail. Donc, on a besoin de savoir où le problème pose-t-il problème. Depuis quand est-ce qu'il est là? Suite à quoi? Est-ce qu'il y a eu des événements déclencheurs? À quel moment de la journée le problème se pose-t-il? À quel moment de la semaine? Donc, je reprends l'exemple des insomnies. Quelqu'un qui vient me dire j'ai des insomnies tout le temps, ou, ben, ça ne me donne pas suffisamment d'informations. Je vais avoir besoin de savoir combien de fois par jour, combien de fois par semaine, qu'est-ce qu'il appelle une insomnie, à quelle heure est-ce qu'il va se coucher, combien de temps après est-ce qu'il s'endort, est-ce que cette durée, par exemple, de 2 heures qu'il met pour s'endormir, est-ce que ça se passe comme ça tous les jours? Ou bien est-ce que c'est 2 fois par semaine? Est-ce que c'est la veille de la reprise du travail? Enfin voilà, vraiment des questions très précises pour arriver à cibler le problème et à le délimiter en fait. Et là, ça permet déjà en fait de recadrer. Quelqu'un qui vient me dire « je n'ai jamais confiance en moi » et quand finalement je peux poser des questions suffisamment précises pour arriver sur en réalité, je ne parviens pas à parler devant un groupe lorsqu'il y a trop de gens et que je ne connais pas les personnes, eh bien, en fait, ça devient un problème qui semble beaucoup plus surmontable et beaucoup plus ciblé et délimité par le temps, par les éléments de contexte, et donc ça devient quelque chose qui est beaucoup plus simple ou aisé d'avoir l'impression qu'on va pouvoir dépasser. Ça va pour les questions sur le problème? Il y a plein de questions qu'on peut encore poser sur le problème, l'idée étant en fait vraiment de cibler et d'avoir une idée tout à fait précise du problème, quand est-ce qu'il se déroule, dans quel contexte, à quelle heure, voilà, tous les éléments de contexte. Merci. Merci. Ça va? Ok, je continue. Ensuite, les questions sur les relations. Les questions sur les relations sont vraiment des questions ultra importantes quand on veut avoir une approche un peu globale de l'être. OK? Donc, je vous ai dit, moi, mon approche, elle est systémique et je pense que la systémique, c'est vraiment une approche qui est vraiment porteuse et intéressante par rapport à comprendre l'être humain dans son contexte et à accompagner les personnes voilà, dans leur globalité. Les questions sur les relations. Donc, on va demander avec qui vous vivez. Avez-vous des enfants? Êtes-vous en couple? Avez-vous un conjoint? Êtes-vous célibataire?
et comment se passent les relations dans la famille. Alors ça, c'est évidemment des questions qui sont un peu plus délicates et qu'on ne va pas poser comme ça à brûle-pourpoint. C'est des choses qu'on amène petit à petit, peut-être pas toujours non plus à la toute première séance, mais vous pouvez les poser dès la première séance, mais les amener de manière subtile et délicate. Vous allez aussi voir à ce moment-là, quand vous commencez à poser les questions sur l'entourage, le couple ou la famille, vous allez tout de suite avoir des indices sur est-ce que la personne est à l'aise avec le fait de vous parler de ça, ou bien est-ce que il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit pas tout à fait OK de ce côté-là et dont on cherche à ne pas vous parler tout de suite. Il faut savoir quand même que le domaine familial, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de résistance. Je pense que les gens ont des difficultés à venir parler de ça, si en tout cas, ils n'ont pas l'impression que ça fait partie de leurs problèmes de manière immédiate. Bon, évidemment, vous n'allez pas poser ces questions sur la famille, sur le couple et non plus sur la famille d'origine, hein, parce que je vous ai mis ici aussi des questions sur la famille d'origine. Vos parents, papa, maman, comment est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce qu'ils sont encore en couple? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Est-ce qu'ils ont vécu dans d'autres couples? Est-ce qu'ils se sont séparés à un moment? Comment est-ce que vous avez vécu la séparation? Ça, évidemment, c'est pas pour des problématiques du genre je veux perdre du poids en hypnose ou je veux arrêter de fumer, ou en tout cas pas tout de suite, sauf si vous sentez qu'il est nécessaire d'aller creuser au niveau systémique. Mais des problématiques, par exemple, beaucoup plus importantes, comme des problèmes de confiance en soi, des problèmes de dépression, des problèmes voilà, des problèmes plus importants, plus conséquents, plus globaux qu'on peut accueillir, eh bien, ça, c'est vraiment des questions ultra importantes. Et ensuite, vous allez leur demander que pensent en fait les membres de la famille du problème. Ça, c'est vraiment le type de question systémique. C'est que pensent vos enfants, que pense votre épouse de votre problème avec l'alcool, si vous me dites que vous avez un problème avec l'alcool. Comment ça se passe au travail également? Comment ça se passe avec les collègues? Comment ça se passe au niveau de la tâche de travail? Est-ce que vous aimez votre travail? Est-ce que c'est un travail qui a encore du sens pour vous? Comment ça se passe avec votre hiérarchie? Avec l'entreprise? Est-ce que c'est une entreprise qui prend soin de son personnel? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une entreprise dans laquelle vous vous sentez bien et entendu et respecté? C'est aussi des questions très importantes parce que c'est parfois dans ce domaine-là ou dans un autre domaine relationnel que vont se cacher la cause de certaines problématiques. Je vous donne un exemple, une dame qui vient me voir parce que, par exemple, elle se sent vraiment, vraiment stressée pour le moment et donc elle veut gérer des crises d'angoisse. Et en questionnant, je me rends compte qu'en fait, quand je pose des questions sur son travail, elle essaye de passer très vite à autre chose, mais je creuse, j'insiste, évidemment toujours de manière bienveillante, douce et délicate. Et à un moment, on se rend compte en réalité que ça ne se passe pas bien du tout avec sa hiérarchie. Et donc, ces difficultés actuelles sont clairement en lien avec ce qu'elle vit dans sa société, mais c'est quelque chose qu'elle avait du mal à accepter de remettre en question parce qu'elle a un certain âge et qu'elle ne se voyait pas changer d'emploi. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas nécessairement changer d'emploi pour pouvoir en fait travailler des problèmes qui ont trait au travail. Il y a peut-être plein d'autres possibilités, il y a peut-être plein d'autres solutions, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on va devoir en parler et on va devoir examiner cet élément-là de sa vie parce que sinon, en fait, on peut essayer de lever un symptôme. Hein, je peux essayer de l'aider à gérer ses crises d'angoisse, à mieux respirer, mais finalement, le problème reviendra puisque, en fait, la source du problème existe toujours. Donc ici, par les questions sur les relations, vous comprenez qu'on essaye de comprendre quelle est la source du problème. Idem, par exemple, avec quelqu'un qui a un gros problème d'estime de soi, mais quand vous allez questionner, par exemple, la famille d'origine, les relations avec les parents,
eh bien, vous pouvez commencer à ce moment-là à saisir, à comprendre qu'en fait, il y a eu de grosses carences au niveau de l'estime que cette personne ou de la sécurité affective que cette personne a pu recevoir dans sa famille. Donc, elle a probablement construit des schémas dans lesquels, en fait, cette sécurité ou cette estime d'elle-même n'est pas suffisamment construite au point de départ. Donc, on va vraiment devoir retravailler sur tout ça, même si les messages parentaux n'ont pas toujours été adéquats. Évidemment, tout ça, ça se répare, hein. Tout est possible, en fait, hein. Même si la sécurité de base n'a pas été bonne, ben, en fait, on peut malgré tout aider les gens, bien entendu. Mais on a quand même besoin de savoir et de comprendre d'où vient le problème. OK? Alors, les questions sur les tentatives de solution. Je vous donne d'abord les questions et puis je vous expliquerai un petit peu plus ce que c'est que des tentatives de solution parce que c'est vraiment une notion super importante. Alors, les questions sur les tentatives de solution, c'est qu'est-ce que vous avez déjà essayé pour résoudre vous-même le problème? Est-ce que ça a fonctionné? Et combien de temps ça a fonctionné? Première étape. Deuxième étape, c'est est-ce que vous avez déjà consulté un professionnel? Parce que là, on est déjà plus sur ce que j'appelle vraiment les tentatives de solution, mais des solutions qui sont quand même un peu plus construites et un peu plus valides. Alors, qu'est-ce qui vous amène maintenant à consulter aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Quel a été en fait le déclencheur de votre appel? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez pris votre téléphone ou que vous avez envoyé un mail? Pourquoi ce moment-là? C'est important parce que vous allez découvrir peut-être qu'il y a un événement qui a vraiment suscité l'appel. Et même si l'appel a eu lieu une semaine ou deux avant votre rendez-vous, peu importe, cet événement, il a existé. Donc, c'est un événement dont il faut tenir compte puisque c'est celui-là qui a permis que la personne prenne conscience peut-être de l'ampleur de sa détresse. Donc, c'est vraiment un élément important. Qu'est-ce qui vous a amené à me choisir, moi, comme thérapeute? Et là, la personne va commencer à vous donner une partie de ses attentes, en fait, par rapport à vous. Ah, ben c'est parce que, en fait, vous êtes formé à l'hypnose, ou c'est parce que j'ai l'impression que le MDR pourrait m'aider, ou c'est parce que, voilà, peu importe, mais vous allez amener la personne à commencer de nouveau à formuler une demande, en fait. Et qu'est-ce qui fera que nous ne répéterons pas les solutions erronées du passé ensemble? Exemple de ça, de ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui me dirait, par exemple, ben oui, des thérapeutes, j'en ai déjà vu plein, mais vous savez, j'ai arrêté ma thérapie parce que, voilà, à un moment, j'ai de nouveau rencontré quelqu'un, j'étais bien avec cette personne, et puis donc j'ai arrêté d'aller voir mon psy, et puis maintenant, je me rends compte finalement que la relation est une relation toxique. Oui, mais donc je lui explique que ce sera peut-être justement intéressant de continuer à se voir lorsqu'elle démarre une relation parce que ça lui permettra d'avoir un regard tiers et de travailler une nouvelle relation et donc que c'est pas forcément intéressant de quitter sa relation thérapeutique parce qu'on a rencontré une nouvelle personne dans sa vie. Surtout quand on essaye de travailler, par exemple, un problème de dépendance affective. Voilà. Et puis, en quoi puis-je vous aider? Et là, j'essaye d'amener la personne à me formuler une demande. Vous voyez comment on passe du problème à la demande. Alors, on va insister un peu sur les tentatives de solution parce que je pense que c'est vraiment important que je vous fasse bien comprendre ce que je veux dire par tentative de solution. Par exemple, j'ai un problème d'anxiété. OK. Qu'avez-vous déjà essayé de faire pour gérer cette difficulté? Ou que faites-vous habituellement pour gérer votre anxiété? Ah bien, me faire accompagner par ma mère, me faire accompagner par mon compagnon, rester chez moi. Ça, ce sont ce qu'on appelle les tentatives de solution. Et les tentatives de solution,
ne font que renforcer le problème. Par exemple, aussi, rassurer quelqu'un qui a peur, un enfant qui dit qu'il a peur du noir, et donc de lui dire que bah, c'est pas grave, il se passe rien, et tout va bien, et qu'il n'a pas besoin d'avoir peur du noir. Ou bien se forcer quand on est au bout du rouleau, par exemple. Ça, c'est une tentative de solution. Quelqu'un qui est vraiment épuisé, qui a un épuisement professionnel et qui continue à se forcer alors que cette personne est au bout du rouleau. Insister pour qu'une anorexique mange, ça, c'est une tentative de solution. Accompagner quelqu'un qui a peur. Tout ça, c'est ce que j'appelle les tentatives de solution. Un autre exemple parmi dans ma consultation, il y a quelques années, une jeune femme de 23 ans qui a une phobie sociale, qui ne sort plus de chez elle. Tentative de solution, je ne sors plus de chez moi. Ça, c'est la solution à son problème. Parce que j'ai une phobie sociale. Autre tentative de solution, quand elle vient pour l'unique sortie de sa semaine, c'est-à-dire venir me voir, elle est accompagnée par sa mère. Autre tentative de solution. Et donc, ces stratégies, ces tentatives de solution, en fait, ce sont en réalité des solutions de bon sens. Par exemple, un enfant qui a peur du noir, tentative de solution, aller dormir dans le lit de ses parents ou lui mettre une veilleuse. Une dame qui boit trop, boire moins. En fait, ça fonctionne très bien dans certains cas, dans les cas simples. Et ces gens-là, pour qui ça fonctionne, mais ils n'ont pas besoin de venir nous voir. En fait, les personnes qui viennent nous voir, ce sont celles pour qui les tentatives de solution n'ont pas fonctionné, parce que le problème est ailleurs. Et que donc, avec la solution de trouver une petite stratégie du genre mettre une veilleuse, ben, ça n'a pas suffi. Et l'enfant continue à avoir peur. Et c'est pour ça que les gens arrivent chez nous. OK? Mais, et là, c'est peut-être une notion qui est difficile à saisir en séance, pourtant, beaucoup de gens viennent quand même nous demander de continuer à faire la même chose que ce qu'ils ont déjà tenté de faire 1000 fois et sur lequel ils sont en échec. Un autre schéma pour vous expliquer les tentatives de solution qui ne font que renforcer le problème. J'ai de l'anxiété sociale, je réagis par l'inhibition et la fuite. Je vous ai donné l'exemple de la jeune fille qui reste chez elle parce qu'elle a de la phobie sociale. Du coup, je suis déçue de moi et du coup, mon estime de moi est diminuée et du coup, mon anxiété sociale devient de plus en plus forte. Un autre exemple, une jeune fille qui vient, par exemple, pour justement aussi une grande anxiété. Elle, c'est une anxiété pour prendre les transports en commun, mais en réalité, la difficulté, c'est de s'éloigner de sa famille. Quand on creuse un peu derrière, et donc elle prépare, je la vois depuis un mois, elle prépare un voyage en avion, et pendant toute la période avant son voyage en avion, elle me dit que ça va être vraiment difficile, qu'elle ne va peut-être pas pouvoir prendre cet avion, elle ne pourra peut-être pas partir avec ses amis en vacances, elle a une vingtaine d'années. Et voilà qu'une semaine avant de prendre son avion, elle se fait un torticolis et elle se bloque totalement l'épaule, la tête, enfin tout le côté. Et donc, elle se trouve alors une possibilité de fuite. Elle appelle tout de suite ses amis et elle annule effectivement son voyage en disant, mais vous comprenez, je ne me sens pas bien, j'aurai mal au dos, je vais être une charge pour vous. Cette jeune fille revient en consultation, me raconte qu'elle a annulé son voyage. Bon, voilà, hein, c'est pas grave, on est dans un travail thérapeutique, on va continuer le travail et les choses s'amélioreront probablement plus tard. Mais du coup, elle est très déçue d'elle-même et elle s'en veut énormément. Son estime d'elle-même est encore plus difficile et donc son anxiété ne se règle pas puisqu'elle n'a pas mis en place une solution adaptée. Voilà, j'aime bien ce petit schéma, désolé, il est fort pixelisé, mais ça représente bien pour moi, en fait, cette idée de la solution erronée qu'on essaye pourtant 1000 fois.
Et j'aime beaucoup aussi une phrase de Einstein, c'est la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et pourtant, de nombreuses personnes viennent nous demander, mais alors implicitement évidemment, de continuer à pratiquer les mêmes solutions sans en vivre les mêmes effets. Or, ils ont déjà essayé et ça ne marche pas. Et donc, je leur dis que je ne suis pas plus compétente qu'eux à faire fonctionner une solution qu'ils ne sont pas encore arrivés à faire fonctionner eux-mêmes. Typiquement, la personne qui a une dépendance à l'alcool et qui demande de venir, non pas pour arrêter l'alcool, mais pour pouvoir contrôler sa consommation et donc diminuer sa consommation. Depuis combien de temps essayez-vous de diminuer, de contrôler votre consommation? Depuis 20 ans, ok. Et donc, vous avez l'impression que moi, je vais pouvoir parvenir à faire quelque chose que vous n'êtes pas parvenu à faire. Ce n'est pas mon travail. Et donc, je propose autre chose. Parce que pour moi, le véritable changement, c'est un changement à 180 degrés. Donc, c'est très important, en fait, de déterminer les demandes implicites pour pouvoir définir ou en tout cas se rendre compte que parfois, on nous demande de continuer à faire la même chose. Vous allez avoir d'autres exemples. Donc, attention, parce que certains patients nous demandent de renforcer, de participer à leur tentative de solution vaine. Et donc, en conséquence, il y a parfois un danger pour eux. Je vous ai donné l'exemple de la personne dépendante à l'alcool, l'exemple de la personne anorexique, par exemple, qui vient demander de pouvoir, elle ne va pas vous demander de perdre du poids, elle va peut-être vous demander de contrôler son poids, de l'aider à contrôler son poids. Ou l'anorexie qui vient vous demander non pas de contrôler son poids, mais de contrôler d'autres domaines de sa vie, alors que son problème et que sa maladie, c'est justement le contrôle. Un autre exemple, un monsieur qui a passé toute sa vie à se suradapter. Il a toujours été le bon mari, le bon collègue, le bon ami, la personne sur qui tout le monde peut compter. Suradaptation. Sa femme, il vient me voir parce que sa femme le trompe. Il est évidemment très malheureux, mais malgré toute sa rage, sa colère et tout ce qu'il aurait envie de pouvoir mettre en place, eh bien, il n'en fait rien. Donc, par exemple, il pourrait se fâcher ou... Eh bien, il ne fait pas tout ça, mais il me demande en fait de l'aider à continuer à se suradapter à la situation. Comment rester bien gentil, bien poli. Et donc, sa demande en fait implicite, c'est de s'adapter encore un peu plus. La première chose, une des premières choses qu'il m'a demandé en séance, lors de la première séance, c'est j'ai toujours convenu et aujourd'hui je me rends compte que je ne conviens plus. Et j'aimerais savoir comment convenir à nouveau. Et puis finalement, quand je découvre le problème, eh bien c'est celui que je vous expose. Et donc, je me rends compte que sa demande implicite, c'est de s'adapter toujours un peu plus. Et si je vais dans son sens, eh bien, en fait, je contribue à son problème. Je vais creuser encore sa névrose ou sa problématique. Or, pour moi, le but de la thérapie, c'est pas ça. C'est pas d'aider les gens à aller encore plus loin dans leurs problèmes. Au contraire, c'est de créer un véritable changement, c'est-à-dire ce qu'on appelle en systémique un changement de niveau 2, c'est-à-dire un changement de paradigme. Se redéfinir soi, redéfinir son rôle, redéfinir ses schémas, ses valeurs, ses croyances. Et pas uniquement essayer de poursuivre un changement au niveau du comportement.
Voilà, on a fait toute une parenthèse sur les tentatives de solution parce que c'est vraiment un domaine super intéressant et super important et que je vous invite vraiment à essayer de repérer dans vos consultations. Et on revient maintenant au contenu de vos questions systémiques. Alors, vous allez également poser des questions sur la vision du monde. Ça, c'est en fait les questions qui vous donneront des informations sur les croyances de la personne. Comment poser ces questions-là? C'est en demandant, par exemple, la situation que vous vivez vous amène quel genre de pensée sur vous? Tiens, quand vous vous endormez pas comme ça, qu'est-ce que vous pensez finalement au sujet de vous-même? Qu'est-ce que vous pensez au sujet du monde? Qu'est-ce que vous pensez au sujet des autres? Ou ben voilà, quand telle personne ne s'occupe pas de vous comme vous le souhaiteriez, qu'est-ce que ça vous amène comme genre d'idée à votre sujet? Ben, je me sens nul, je me sens pas valable, je me sens pas intéressant. Voilà, vous avez une série des croyances de la personne qui s'expose à cet endroit-là. Sur le monde, qu'est-ce que ça vous dit sur le monde? Eh bien, ça me dit qu'en fait, je ne peux pas faire confiance aux gens et que de toute manière, je vais toujours tomber sur des personnes toxiques. Ben voilà. Le monde est plein de personnes toxiques. Les autres ne sont pas dignes de confiance. Un autre type de question là-dessus, ben, qu'est-ce que vous vous dites quand vous vivez ce problème? Comment s'explique ce problème selon vous? J'ai donné cet exemple-là dernièrement en formation. Désolée pour les personnes qui le réentendent, mais une dame qui vient me voir parce qu'en fait, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle a 40 ans, elle fait des procréations médicalement assistées. Alors évidemment, elle ne vient pas me voir pour tomber enceinte, hein. Mais bon, ça évidemment, j'ai besoin de bien le comprendre au moment du questionnement, hein, parce que si elle vient me voir pour tomber enceinte, je pense qu'on ne va pas pouvoir être d'accord sur l'objectif. Mais donc, elle vient me voir justement pour gérer les émotions liées à cette difficulté d'être enceinte, parce qu'évidemment, ça provoque en elle beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Et donc, quand on travaille ça et on arrive à un moment sur cette question-là, je lui demande, ben, tiens, qu'est-ce que vous avez l'impression que ça dit ce problème selon vous? Et elle me répond qu'en fait, elle a l'impression de ne pas être une personne assez bien ou une femme assez bonne pour pouvoir avoir un enfant. Et que donc, c'est comme une punition des dieux et que donc, elle ne tombe pas enceinte parce qu'elle n'est pas une bonne personne. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est que le recadrage. Mais là, un recadrage direct qu'on peut faire, vous avez une idée? Qu'est-ce que vous lui répondriez? J'ai l'impression de ne pas pouvoir tomber enceinte parce que je ne suis pas une bonne personne. C'est une punition. Oui, on connaît des parents qui n'ont pas été, qui ne sont pas de bons parents, qui sont atroces avec leurs enfants. Exactement. Donc, en fait, moi, c'est un recadrage. Donc, je ne vais pas lui dire, mais non, madame, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Je lui ai fait ce recadrage-là, mais sous forme d'une question. OK, est-ce que vous pensez, quand vous regardez autour de vous, que seules les très bonnes personnes ont des enfants? Et là, ça a été quelque chose qui a vraiment été un recadrage très important pour elle. Voilà, beaucoup plus important que si je lui avais simplement dit, à mon avis, comme le reste de son entourage peut le faire peut-être, mais non, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes une mauvaise personne? Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas plus mauvaise qu'une autre, enfin voilà. Ok, alors une question aussi sur la vision du monde ou de soi-même, c'est qu'est-ce que votre mari ou qu'est-ce que votre sœur ou qu'est-ce que vos amis pensent de votre problème?
Mais par exemple, mes amis pensent que je suis une personne qui est trop faible parce que, en fait, j'accepte de rester avec quelqu'un qui est complètement toxique pour moi. Ah, ok. Vos amis pensent que vous êtes quelqu'un de très faible parce que vous restez avec quelqu'un qui est toxique avec vous. Que pensez-vous de ce que vos amis disent? Ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec eux quand ils disent ça? Voilà. Là, vous avez vraiment accès à plein de croyances avec ces questions-là. Et ensuite, vous allez poser les questions sur les objectifs. Qu'est-ce que vous attendez de notre thérapie? Et quel sera le signe pour vous que les choses vont mieux? Mais c'est pas fini. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place pour donner toutes les chances à notre thérapie de vous apporter ce que vous en attendez? Et vous avez très bien compris là que je remets la responsabilité dans les mains de la personne, même si c'est évidemment avec un accord de l'accompagner vers son objectif. Hein. Alors, d'autres questions sur les objectifs, et j'ai mis 3 petits points, vous les connaissez probablement, mais ça va être des questions. Quel sera le premier signe que vous commencez à aller vers le chemin de votre objectif? Quelle sera la première marche pour aller vers l'objectif? Enfin, voilà. OK. Et pendant tout ce temps-là, pendant toutes ces questions, vous allez donc utiliser ce que j'appelle la méthode des 3 R. Reformuler, recadrer et regarder. Qu'est-ce que c'est que reformuler et recadrer? Regardez, vous savez. Hein. La reformulation, eh bien, en fait, c'est un outil d'écoute active. C'est dire la même chose que ce qu'on vient de vous dire, mais évidemment pas à la manière d'un perroquet, mais avec des propos peut-être légèrement différents. Évidemment, c'est le contraire d'interpréter. Ça ne veut pas du tout dire interpréter, reformuler. Et recadrer non plus, parce que recadrer, en fait, ça peut aller plus loin que la reformulation, même si les deux peuvent s'entremêler. Mais recadrer, c'est amener un autre regard, amener la personne à regarder les choses d'une autre manière, voir le problème différemment. Et pour clôturer cette première séance de questionnement systémique, eh bien, vous allez terminer par reformuler toute la séance. Enfin, reformuler, en tout cas synthétiser la séance de manière à reformuler les points principaux. Donc, si je comprends bien, vous avez un problème d'insomnie qui est apparu depuis que vous avez changé d'emploi et qui occasionne de la souffrance à vous, mais également à vos proches, puisque vous me dites que vous êtes régulièrement fatigué à cause de ces insomnies et que ça impacte vos relations avec vos enfants, avec votre époux ou avec vos collègues. OK. Ensuite, je vais passer à proposer une hypothèse de travail. Et là, la formulation est importante. C'est, je vais absolument pas dire à la personne, donc je pense que vous souffrez d'un problème de, OK, manque de confiance en vous, ou je ne sais pas moi, blessure, ceci, cela. Non, ça va être, donc maintenant je vais vous formuler une hypothèse qui provient des éléments dont nous avons discuté dans cette séance et qui pourrait peut-être guider notre travail, mais uniquement si cette hypothèse vous parle. Alors voilà, il se peut que vous ayez installé un schéma durant vos années de vie, d'enfance ou plus jeune, dans lequel vous avez l'impression qu'il est nécessaire de répondre favorablement aux demandes de votre entourage. C'est pas moi qui le dis ça,
c'est hors de question que je le dise si je ne l'ai pas entendu durant le questionnement, hein, d'accord? C'est des choses que je répète qui reviennent du questionnement et des réponses que j'ai obtenues, d'accord? Donc, la personne m'a dit qu'en effet, par exemple, elle a dû beaucoup s'occuper de ses parents malades, etc. Enfin, voilà. Donc là, je lui donne cette hypothèse. Voilà. Il se peut que vous ayez un schéma que vous avez construit durant votre enfance qui vous donne l'impression qu'il est nécessaire de répondre favorablement aux demandes que votre entourage vous formule. Et c'était probablement d'ailleurs une très, très bonne idée pendant une certaine période de votre vie. Durant votre enfance, par exemple, c'était quelque chose qui vous a aidé à beaucoup de choses, à obtenir de l'affection, de l'attention ou à peut-être beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, ce fonctionnement-là commence à poser problème dans certains domaines de votre vie. Qu'en pensez-vous? Cette hypothèse n'est valable d'abord que si la personne la valide, mais aussi que si elle provient uniquement des éléments de mon enquête. D'accord? L'objectif que je formule également à la fin de cette séance-là, mais pas toujours possible à la fin de ces séances-là, parce que parfois ce questionnement-là prend plus qu'une séance, hein, d'accord? Moi, je fais des séances de 45 minutes à 50 minutes, et donc, si le questionnement dure plus longtemps, eh bien, il prendra 2 séances, mais comme vous avez vu, le questionnement, de toute manière, c'est déjà entré en thérapie. Donc, on est en thérapie dès la première minute de l'entretien. Je ne vais pas passer 2 séances à remplir un formulaire. Je vais passer 2 séances à écouter la personne, à travailler avec elle, à formuler des hypothèses, à la questionner, à mettre en lumière des croyances. Donc, il se passe déjà énormément de choses durant ce questionnement. Et donc, je vais formuler l'objectif au moment où il apparaît. Si c'est à la fin de cette première séance, eh bien, tant mieux. Donc, si j'entends bien, vous attendez de notre thérapie de vous aider à, je n'arrive pas à lire chaque fois le bas de mon écran, de vous aider, par exemple, à mieux dormir ou, par exemple, de vous aider à pouvoir dire non à certaines des demandes avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, et vous pourrez vous rendre compte que vous y parvenez si une partie du temps, ou si vous arrivez en tout cas avec votre chef à dire non à ces demandes incessantes. Voilà. Ça, c'est la formulation de l'objectif. Sommes-nous d'accord sur l'objectif? Oui, non. Et là, c'est OK. Là, on est prêt pour travailler ensemble dans un contexte dans lequel les choses sont claires des deux côtés et où on a évité des malentendus. En conclusion, et ça c'est peut-être quand même pour aller un peu plus loin, parce que c'est vrai qu'il y a des choses ici dont je n'ai pas parlé, mais qui, voilà, j'ai quand même envie d'amener ces éléments-là comme une conclusion. Aucun symptôme n'a une cause unique et linéaire. Chaque symptôme est le résultat de différents facteurs. Le symptôme en lui-même est une solution à un besoin du système. Donc, la personne fait partie d'un système et elle a tout un système en elle. Et la logique de compréhension du système doit se faire de manière circulaire, de manière systémique. Et le questionnement systémique permet de déceler tout ça et donc d'entrer directement dans la thérapie.